Napoléon, c'est le sauveur de l'Occident par la brutalité, le rétablissement de l'esclavage qu'il a imposé dans les Antilles, mais également la brutalité dont il a usé à Haïti à l'époque pour mater l'orgueil et la révolte qui, derrière Toussaint l'ouverture, des Noirs qui avaient voulu gagner en autonomie et s'affirmer comme des êtres humains libres à part égale avec les autres races. Donc, lorsque Haïti est maté, c'est quelque part, c'est toujours le symbole inconscient qu'on renvoie aux Noirs dans le monde que votre place, et c'est là je reprends les termes de Napoléon lui-même, la place du Noir, c'est la place de l'esclave. Et donc, chaque fois que les Haïtiens, la première République noire, veut relever la tête, il faut toujours trouver tous les moyens pour ramener ce pays à son statut de pays de merde, pour citer Donald Trump. Donc, je ne dis pas ça pour critiquer les Blancs, je ne suis pas racialiste, je suis universel. On peut dire aussi que les Haïtiens, ce sont les premiers responsables de leur malheur aussi. Hein. Le président Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse, c'était pas quelqu'un aussi qui était père à son âme, mais il n'était pas sérieux. Hein. C'était pas aussi un grand démocrate. Hein. Il y a eu des grandes manifestations dans son pays et malheureusement, il n'a pas pu trouver des solutions. Hein. Donc, on peut dire aussi que les Haïtiens sont responsables de cette situation. Bon, premièrement, je vous comprends, docteur Mouketou, mais je vous rappelle que le président Jovenel n'a pas été tué par des Haïtiens. Il a été tué par des mercenaires blancs. Et il ne faut pas... Oui, mais pardonnez-moi, il aurait pu avoir une sécurité digne de ce nom. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre radio et télévision des NIPA, émettant depuis Chicago aux États-Unis, et la chaîne YouTube Dr Jean-Aimé Mouketou, émission Heure de vérité, avec la collaboration d'Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis. Chères auditrices et auditeurs, suite au décès des membres de la famille de l'ancien Premier ministre du Gabon, M. Jean Eyguendon, nous sommes dans le regret de vous annoncer le report syndic de l'actuel, donc de l'accueil, excusez-moi, de M. Jean Eyguendon, dernier Premier ministre d'Omar Bongo, à l'émission Heure de vérité, donc du docteur Jean-Aimé Mouketou. Nous lui présentons nos tristes condoléances devant cette épreuve difficile. Nous prions nos auditrices et auditeurs de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Vous serez en tout cas informés de la prochaine date aussitôt que possible. Chères auditrices et chers auditeurs, l'ex-vice-premier ministre du Gabon, M. Bruno Ben Moubamba, va intervenir donc en direct, exceptionnellement sur les évolutions géopolitiques en Afrique subsaharienne, après la rencontre entre le président français, M. Emmanuel Macron, et le président du Niger, M. Mohamed Bazoum.
Monsieur Bruno Ben Moubamba, nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté notre invitation et nous avons hâte d'entendre vos points de vue sur le thème que nous allons donc analyser pendant à peu près une heure. Aussi à nos auditrices et auditeurs, je voulais encore vous dire grand merci pour votre fidélité depuis plus de 11 ans. Je dis bien plus de 11 ans. Alors, Monsieur Bruno Ben Moubamba, tout d'abord, la question rituelle de notre émission Heure de vérité. Comment allez-vous, Monsieur Moubamba? Merci pour votre invitation, Docteur Jean-Aimé Moketou. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre émission que vous animez avec abnégation, comme vous venez de le préciser depuis quelques années, avec beaucoup de courage et beaucoup d'empathie envers le continent africain. Je tiens à vous féliciter pour votre travail et qui mérite d'être salué. À mon tour aussi de regretter le report sine die de la participation de l'ancien Premier ministre Jean Eyéguendon, qui a donc été Premier ministre jusqu'à la mi-2009, donc, et qui est connu pour avoir prononcé un discours mémorable lors des obsèques du deuxième président de la République gabonaise. J'ai cité Omar Bongo Ondimba. Donc, il me revient à la dernière minute d'être un invité exceptionnel. Je ne prétends pas être plus intéressant que lui, mais j'essaierai au cours de cette émission de répondre à vos questions avec grande disponibilité. Merci d'avoir pensé à moi et félicitations encore, je vais très bien. D'accord. Bien, merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Comme je vous disais, hein, je vous ai posé la question, notre question rituelle, donc de notre émission. Comment allez-vous, Monsieur Moubamba? Écoutez, je vais très bien. Je suis sur le point de rentrer au Gabon. Je me trouve en ce moment à Reims, sur mes terres d'adoption, en France à Reims, et je me prépare donc à revenir au Gabon, prendre toutes mes responsabilités, tout en étant toujours animé par un idéal panafricain qui est le renouveau de la civilisation africaine en général et de la civilisation bantoue en particulier. Je suis très heureux de commenter l'actualité avec vous d'ici quelques instants. Bien, je vous remercie encore d'avoir honoré notre invitation. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que suite au décès donc d'un membre de la famille de l'ancien Premier ministre du Gabon, Monsieur Jean-Yves Guénon, nous sommes dans le regret de vous annoncer le report de cette émission qui était prévue donc aujourd'hui. Donc nous sommes dans le regret donc de ne pas avoir cet illustre invité. On ne peut pas l'accueillir donc aujourd'hui. Et je voudrais signaler, comme Monsieur Monsieur Bruno Ben Moubamba, l'ex-vice-premier ministre de la République gabonaise, nous le dit, et que Monsieur Jean Yéguendon et l'ancien premier ministre du défunt président Omar Bongo, décédé officiellement en juin 2009. Donc, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui sur cette émission parce qu'il a un deuil. Nous lui présentons encore nos tristes condoléances devant cette épreuve difficile. Et nous prions les auditrices et auditeurs de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Vous serez donc informés de la prochaine date aussitôt que possible. Mais nous sommes très heureux de recevoir donc une autre personnalité, donc de Monsieur Bruno Ben Moubamba, qui est donc l'ex-premier ministre du Gabon, qui va intervenir donc exceptionnellement sur le sujet suivant, les évolutions géopolitiques en Afrique subsaharienne après la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum. Alors, Monsieur Moubamba, je voudrais vous poser cette première question. D'abord, nous allons essayer d'explorer
les sujets sur l'actualité, donc avant d'aborder le vif du sujet. Donc nous allons réagir sur les questions d'actualité pour être donc précis d'ordre général. Alors, la première question que je voulais poser, monsieur l'ancien vice-premier ministre du Gabon, monsieur Bruno Ben Mbamba, comme vous savez, monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, est finalement rentré dans son pays après 10 ans d'emprisonnement, vous me permettez l'expression, inutile. Ces derniers jours, il a été invité par Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme politique de la République démocratique du Congo, et il a été reçu par le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur Mobamba, donc, quel est votre avis sur cet événement? Bien, je tiens d'abord à dire que la libération du président Laurent Gbagbo par le tribunal pénal international sonne comme un désaveu de la politique, de la justice internationale, qui a déjà emprisonné pendant de nombreuses années M. Bemba, qui a reçu Laurent Gbagbo chez lui à l'occasion du mariage, je crois, d'une de ses filles, et qui était co-détenu de Laurent Gbagbo au tribunal pénal international avant d'être gracié, en tout cas avant d'être libéré, avant d'avoir son innocence reconnue. Donc il a perdu des années au tribunal pénal international pour rien, il a été libéré, juste le temps d'être écarté de la course à la présidentielle, accusé de crimes contre l'humanité et blanchi. C'est ce qui est arrivé également à M. Laurent Gbagbo, le prédécesseur du président Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour moi ici de rappeler que longtemps, un certain nombre d'Africains ont dénoncé cette attitude de la justice internationale qui consistait à ne juger que des Africains à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo, qui est rentré le 17 juin à Abidjan, a affirmé par la suite que on l'avait déporté à la Cour pénale internationale pour uniquement l'écarter de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. On sait que lors du scrutin de 2010 qui s'est prolongé en 2011, les forces des Nations Unies, qu'on appelait l'ONUCI, et les forces françaises regroupées autour de l'opération Licorne avaient pris fait et cause pour l'actuel président Alassane Ouattara. On avait donc capturé, selon le mot même du président Sarkozy, président français de l'époque, on avait pris Laurent Gbagbo et on avait installé Alassane Ouattara. Mais comme l'a dit Laurent Gbagbo lui-même, on ne le refait pas l'histoire. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, personne ne le conteste. Cependant, cette manière de déporter les leaders africains qui déplaisent, de les brimer, quelque part de les écarter par des moyens juridiques internationaux, ont participé à l'affaiblissement du droit international, d'autant plus que bien avant, on avait vu des interventions militaires sans mandat de l'ONU en Irak et ailleurs, sans résolution des Nations Unies. On avait bombardé des pays, on en avait détruit plusieurs. Aujourd'hui, je crois que la libération de Laurent Gbagbo et sa liberté de manœuvre doit être saluée. Il faut aussi saluer le président Alassane Ouattara qui a permis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et qui lui permet d'aller et sortir et qui lui donne les moyens d'un ancien président. Il faut donc saluer également la réconciliation aujourd'hui qui a eu lieu, je crois, aujourd'hui ou hier, en tout cas il y a quelques heures, entre l'ancien président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui était son successeur à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils se sont donc vus à Dakar, je crois, j'espère que je prononce bien, le fief de M. Konan Bédié pour sceller une réconciliation. Maintenant, espérons que cette réconciliation ira jusqu'à Alassane Ouattara, l'actuel président, mais il faut le souhaiter,
jusqu'à Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été condamné à perpétuité, parce que quand on veut la réconciliation nationale, il faut considérer une réconciliation qui ne soit pas biaisée. Soit tout le monde se réconcilie, soit personne ne se réconcilie. Et c'est ici que je dois rappeler que l'exclusion d'un acteur du jeu de la politique ou de la démocratie est porteuse toujours de germes de déstabilisation. Voilà ce que je voulais dire. Bien, merci, Monsieur Moumama, pour cette première réponse sur l'actualité internationale. Hein. Je voulais préciser qu'il s'agissait donc de l'actualité ivoirienne. Alors, restons sur le continent africain. Monsieur l'ancien vice-premier ministre, Monsieur Bruno Moumama, comme vous le savez, le président français Emmanuel Macron a reçu le président putschiste de la transition militaire du Tchad, Monsieur Mohamed voilà, Idriss Déby. Alors, comment analysez-vous le fait qu'un jeune putschiste soit reçu à l'Élysée alors qu'un autre militaire, qu'on appelle donc Monsieur Assimi Gouta, qui dirige la transition militaire au Mali, soit boycotté par la CEDEAO et la France? Monsieur Moubamba. Écoutez, en effet, comme vous le savez, il y a eu au Tchad une transition militaire suite à l'assassinat du maréchal Idriss Déby. Son fils Mahamat Idriss Déby lui a succédé. Il y a depuis lors des mouvements qui se font voir à l'extrémité de l'Afrique centrale, donc au Tchad, mais également dans tout le G5, c'est-à-dire le Tchad plus les pays du Sahel que constituent le Burkina Faso, le Niger, le Mali et bien d'autres pays. Vous savez que la France a déployé 5000 soldats dans le Sahel et le contingent le plus important est au Mali. Il y a eu d'ailleurs, il y a 24 heures, une réunion à Paris entre Mohamed Bazoum, le président du Niger, et le président français Emmanuel Macron, réunion au cours de laquelle le président du Niger s'est dit favorable à la fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel, récemment annoncée par... On reviendra sur cette actualité. Précisément, pour ce qui concerne le deux poids, deux mesures entre un militaire qui prend le pouvoir en N'Djamena au Tchad et un autre militaire qui prend le pouvoir à Bamako au Mali, moi je mets ça en exergue ou en comparativement avec les déclarations sur lesquelles nous allons revenir du président du Niger, Mohamed Bazoum, qui s'est aligné sur la position française en disant que au Tchad, les militaires avaient raison de prendre le pouvoir puisque le pays était attaqué. J'ai écouté avec précaution le discours du président nigérien. Il a dit: on a eu raison de ne pas respecter la constitution au Tchad. Si on avait respecté la constitution, le pays était attaqué par les rebelles. On ne sait pas si on aurait pu organiser des élections, si l'armée aurait tenu le coup après la mort du maréchal Idriss Déby. Pour ce qui concerne le Mali, le président du Niger a déclaré que les militaires tchadiens, même soutenus par le peuple, les militaires maliens autant pour moi, même soutenus par le peuple malien, n'avaient pas le droit d'essayer de redresser la situation en organisant une transition militaire parce que cela est contre les règles de la CEDEAO. Donc, les règles de la CEDEAO et de l'Union africaine qui dénient le droit à toute autorité militaire de prendre le pouvoir pour devenir président ou ministre. Donc, d'aucuns se surprennent à se demander pourquoi ce deux poids, deux mesures. Moi, je connais aujourd'hui
au cœur d'un rendez-vous historique, c'est le rendez-vous de la France avec l'Afrique. Comme vous le savez, docteur Mouketou, j'ai été le premier acteur gabonais, le 4 avril 2009, à Reims, au nord-est de la France, à demander il y a 12 ans une évolution de la relation France-Afrique, c'est-à-dire l'inauguration d'un nouveau cycle, un reboostage de la matrice, un partenariat gagnant-gagnant, un programme fondé sur les investissements, les grands travaux, et non sur l'aide publique au développement, et non sur la charité. Donc, 12 ans plus tard, j'ai constaté ces derniers temps que l'Élysée a consulté des experts, entre guillemets, de la relation France-Afrique gagnant-gagnant, mais parmi ces experts, pour la plupart, je considère que ce sont des néophytes qui n'ont jamais occupé des responsabilités au sein des appareils d'État africains, qui n'ont pas le savoir-faire d'un Thiam en Côte d'Ivoire ou d'un Moubamba au Gabon, toute proportion gardée, mais qui sont quand même consultés par l'Élysée. C'est une surprise. Je ne veux pas donner l'impression de le faire dans le mauvais cœur ou la jalousie. Loin de là, je suis au-dessus de ces considérations, car je ne considère pas que ce soit un mérite exceptionnel de porter une médaille comme au temps colonial ou de l'indigénat, où les félicitations du maître, entre guillemets, si je peux me permettre, pouvaient donner droit, comme le disait Houphouët-Boigny quand il combattait le jeune Laurent Gbagbo. Il disait moi j'ai reçu la médaille de la courtoisie française, donc je ne vais pas répondre aux attaques d'un vaurien comme Laurent Gbagbo. Donc je ne dis pas, et je termine par là, que on a raison ou on a tort de faire le deux poids deux mesures entre le Tchad et le Mali. Je dis seulement qu'au cœur de tout ce désordre, il y a l'avenir de la France. La France doit changer de politique en Afrique. Elle doit absolument revoir son logiciel. Elle doit reconsidérer sa manière d'entrer en relation avec l'Afrique. Sinon, elle va perdre sa place sur le continent africain. Et ce ne sera pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'elle aura multiplié les erreurs, parce qu'elle aura soutenu les dictateurs jusqu'au bout, les contrats ou les accords avec des familles monarchiques ou démocrato-monarchistes, si je puis m'exprimer dans ce néologisme, ou des démocratures, donc des démocraties dictatoriales, c'est ce que j'appelle des démocratures. Attention, le président Emmanuel Macron joue peut-être la dernière carte de la France en Afrique. Et ce n'est pas en assassinant des opposants ou en faisant des coups d'État qu'on va s'en sortir. C'est en revoyant la machine avec des programmes d'éducation, de sciences, de culture, avec l'enrichissement des populations, avec des grands travaux, des investissements structurants notamment, des grandes infrastructures. Si on ne le fait pas, on va continuer d'avoir des pays qui sont, pardonnez-moi vraiment l'expression, je vais utiliser un gros mot, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Donald Trump. Après l'inauguration de sa présidence, il a traité les pays d'Afrique de pays de merde. Je n'invente pas ça. C'est grave comme attaque. Mais il faut qu'on sorte de ce qualificatif pour que enfin on voit des pays comme le Gabon devenir des pays qui rejoignent le concert des nations, du développement, de la vraie émergence économique, le vrai management financier. C'est ça l'enjeu. Il y a trop de pauvres, il y a trop de misère, il y a trop de maladies, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'investissement structurant. C'est ça l'enjeu. Tout le reste n'est que, comme vous le dites parfois, docteur Jean-Aimé Mouketou, tout le reste relève, comment dites-vous, du monde des ténèbres ou de la... tout droit du monde des ténèbres. Voilà. Voilà. Bien, merci, monsieur Moubama. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que suite au décès des membres de la famille de l'ancien Premier ministre du Gabon, monsieur Jean-Yves Gendon,
Nous sommes dans le regret donc de vous annoncer encore le report simulé donc de l'accueil de Monsieur Jean Guédon, dernier Premier ministre du défunt président Omar Bongo, décédé officiellement, sauf si M. Mbamba nous dit le contraire. Je crois que c'était en juin 2009. Voilà, donc il était invité à notre émission d'aujourd'hui, l'émission Heure de vérité, donc que j'anime depuis 11 ans. Nous lui présentons encore nos tristes condoléances devant cette épreuve difficile et nous prions donc les auditrices et auditeurs de nos différentes chaînes et radios de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. En tout cas, vous serez informés de la prochaine date aussitôt que possible. Donc, nous recevons exceptionnellement l'ex-premier ministre du Gabon, M. Bruno Benboma, qui intervient exceptionnellement, je rappelle, sur les évolutions. Pardon? Vice-premier ministre, mais je suis également, j'ai été Premier ministre, parce que vice-premier ministre, ça veut dire Premier ministre. Ouais, vous avez raison. Voilà. Donc, vous étiez vice-premier ministre donc, du Gabon, donc vous intervenez exceptionnellement sur notre émission Heure de vérité, sur le thème suivant, les évolutions géopolitiques en Afrique subsaharienne après la rencontre entre le président Emmanuel Macron et le président du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum. Voilà, Monsieur Mohamed Bazoum, qui est le président donc du Niger. Nous sommes en train d'explorer le premier thème sur l'actualité. Nous avons commencé avec l'actualité ivoirienne. Nous sommes en train de parler de cette, comment vous avez qualifié cela, cette différence, hein, Deux poids, deux traitement. mesures. C'est deux poids, Voilà. deux mesures entre la situation au Tchad et la situation au Mali. Voilà. Donc, au niveau, à l'échelle occidentale, hein, surtout au niveau de la diplomatie française. Est-ce qu'il en est le même aux États-Unis, ce deux poids, deux mesures, hein, aux États-Unis, en Russie et dans les autres grandes puissances occidentales, Monsieur Obama? Comme vous le savez, la France a perdu près de 50 militaires français tués depuis 2013 dans le Sahel. Les armées françaises ont donc payé un lourd tribut depuis le début des opérations militaires lancées au Mali par l'actuel ministre des Affaires étrangères français, donc Monsieur Le Drian, qui est ministre de la Défense. Hein. Donc, la France agit au Sahel forcément en coordination avec les États-Unis. Vous savez que le programme militaire qui est déployé en Afrique a un nom de code qu'on appelle l'AFRICOM. Et la base opérationnelle de l'AFRICOM est située en Allemagne à Stuttgart. Donc, et vous savez que la France a rejoint le commandement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est donc l'OTAN, et la France ne peut pas se déployer dans le Sahel sans le soutien opérationnel des États-Unis. Et vous savez aussi que lors de l'opération qu'on a appelée l'Aube d'une Odyssée, en 2011, qui consistait donc à capturer ou tuer le colonel Kadhafi, l'opération s'appelant l'Aube d'une Odyssée, était certes menée principalement par la France et l'Angleterre, mais avec un énorme soutien des États-Unis, comme l'ont démontré les mails de l'ancienne secrétaire d'État, Madame Hillary Clinton. Donc, les Américains, bien entendu, savent que l'Afrique va devenir peut-être la cause principale d'un prochain grand conflit militaire universel. Parce que l'Afrique maintenant attise les appétits non seulement de la Chine, qui devient maintenant le grand rival économique des États-Unis, et la Chine a désormais des grands intérêts en Afrique subsaharienne notamment, mais dans mon pays également, le Gabon, le nombre de Chinois a quintuplé. La présence, on le voit, dans les centres de vaccination contre la Covid-19, c'est principalement des Chinois qui vont se faire vacciner, des milliers de Chinois qui sortent des forêts, qui sortent d'un peu partout, on ne sait pas d'où ils sortent, ils vivent dans des forêts, donc les Chinois sont présents. Il y a également les appétits russes
l'ordre de Yalta de 1945 est en train d'exploser. Le partage du monde entre les 5 grandes puissances qui ont gagné la guerre. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Russie. Donc aujourd'hui, vous avez les Russes qui viennent en Afrique, les Chinois qui sont déjà présents, vous avez les Anglais qui veulent faire adhérer au Commonwealth des pays francophones, et vous avez également l'explosion. Vous savez qu'il y a une crise du pétrole en ce moment, docteur Mouketou, et vous savez que les grands consommateurs du pétrole, c'est notamment l'industrie automobile. Donc, or, le Parlement français vient de déclarer, ou plutôt l'Union européenne, plus précisément, vient de déclarer que on va renoncer au diesel et à l'essence pour privilégier les voitures électriques. Or, les voitures électriques ne fonctionnent qu'avec les terres rares africaines, comme les smartphones, les téléphones, le coltan, hein, la terre noire. Il y a du coltan au Gabon, il y a du coltan au Congo. Alors, les nouvelles technologies vont avoir de plus en plus besoin des matières premières africaines, des voitures électriques, parce qu'on va renoncer, on va rentrer petit à petit dans l'ère de l'après-pétrole, et donc l'Afrique devient l'enjeu fondamental pour les grandes puissances. Il faut donc éviter soit qu'on refasse une nouvelle conférence de Berlin, comme en 1885, où les gros appétits universels se partagent l'Afrique au détriment des Africains, parce que j'entends déjà dire qu'on fait des réunions en Australie sur le partage des matières africaines, des matières premières africaines, sans demander l'avis aux Africains. J'entends aussi dire que on va mettre en place, j'ai entendu le président Sarkozy dire que les richesses naturelles du monde n'appartiennent pas aux pays qui sont là où sont ces richesses. Il parlait de l'Amazonie au Brésil. Il y a des discussions là-dessus, mais on peut aussi considérer que les forêts du bassin du Congo n'appartiendraient pas aux Bantous qui y résident, que c'est un bien universel. Donc nous allons, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Il a dit nous sommes en guerre, mais la guerre de qui contre qui, on ne sait pas encore. Occasion donc pour moi de dire que les États-Unis, pour répondre précisément à votre question, ont des intérêts en Afrique et ils ont le droit d'avoir des intérêts. Tous les pays ont le droit d'avoir des intérêts, mais à condition que les intérêts des États africains, que le rôle des États africains ne soit pas amoindri et qu'on acte une fois pour toutes le droit des populations africaines d'avoir de l'argent, d'avoir des capitaux. Parce que, docteur Mouketou, le grand problème des populations africaines, c'est que depuis des siècles, nous n'avons jamais eu des capitaux, de l'argent dans les mains. Et donc, la grande révolution africaine à venir, c'est pas la guerre, c'est pas les coups d'État, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent à l'argent de circuler au milieu des populations africaines, ce que pour l'instant on interdit aux populations africaines de manière indirecte, d'autant plus qu'avec les politiques sanitaires, même le secteur informel s'est effondré. Donc on assiste à un appauvrissement accéléré des populations africaines, comme un mini-génocide. Donc moi j'alerte et les populations africaines et les Afro-Américains et les Africains de la diaspora et les Antillais et les amis de l'Afrique à comprendre qu'il est temps de donner une nouvelle chance à l'Afrique pour qu'on sorte de ce climat où le roi Léopold II, le roi belge, a fait massacrer entre 10 millions et 14 millions de Congolais sans que ce ne soit inscrit dans les livres d'histoire, alors qu'il s'agit là d'un drame absolu. Il y a eu en Namibie par les Allemands des génocides bien avant celui des Juifs. Il y a eu des campagnes de vaccination contre la poliomyélite qui ont exterminé des milliers et des milliers d'enfants. Donc, que les États-Unis aient des intérêts, ça va de soi, comme les autres grandes puissances. Mais attention, le plus important, ce sont les intérêts des Africains. Bien, merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba, ancien vice-premier ministre de la République gabonaise. Alors, troisième actualité, Monsieur Moubamba, comme vous le savez, le président haïtien, Monsieur Jovenel Moïse, a été assassiné
dans la nuit de mardi à mercredi 7 juillet par un groupe, je cite, hein, d'individus non identifiés jusqu'à ce jour dans sa résidence privée. Ils ont été identifiés. Ah, ils ont été identifiés. Hein. J'ai vu des images sur... voilà, j'ai vu des images sur les... D'autres ont été capturés. D'autres ont été capturés et certains ont été tués. Mais finissez votre question. D'accord. Donc, vous précisez que ce groupe hein, d'individus a été donc identifié, hein, ce qui a participé donc à l'assassinat du président haïtien. Et alors, son épouse, voilà, son épouse, on ne sait pas, on sait qu'elle a été gravement blessée pendant ce temps, Monsieur Moubamba. La République dominicaine, qui partage, comment dirais-je, la même île, hein, je crois que c'est l'île qu'on appelle Hispaniola, voilà, Hispaniola, la même île. Hispaniola se développe à la vitesse, vous permettez l'expression, grand V, grâce à ses plages, grâce à Yakorsi, ses stations balnéaires, pardon, et ses golfs. Alors, Monsieur Moubamba, ce énième assassinat dans ce pays ne va-t-il pas, comment dirais-je, renforcer le racisme géopolitique, comme lorsque l'ex-président états-unien, Donald Trump, vous l'avez si bien rappelé, avait qualifié les États africains comme le Gabon et quelque part les pays noirs, hein, à l'instar de Haïti, de pays, je cite, hein, voilà, c'était des pays de merde, voilà, pays de merde. Fin de citation. Votre réaction, Monsieur Mbomba? Ma réaction est en 3 phases. La première phase, c'est que les assassins du président Moïse ont été capturés et 2 d'entre eux ont été tués. On a constaté que c'est des mercenaires, tenez-vous bien, blancs. Il ne s'agit pas de quelle nationalité? Il ne s'agit donc pas d'une action des Haïtiens, en tout cas directe, contre leur président. On a constaté que ces mercenaires étaient, pour certains, colombiens, d'autres américains, et on a même parlé de français dans ces tueurs du président haïtien. Ça, c'est la première chose. Ils ont été capturés. La deuxième chose, c'est que Haïti est donc l'autre partie, vous l'avez rappelé, de l'île Hispaniola, habitée par les Noirs et qui ne se développe toujours pas, tandis que l'autre partie de l'île, la République de Saint-Domingue, se développe avec ses golfs, vous l'avez dit, ses stations balnéaires, son tourisme. Là encore, on assiste à une sorte de 2 poids 2 mesures. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'autre partie de l'Hispaniola ne se développe pas parce que les gens sont noirs? L'autre se développe parce que les gens sont métis? Non, il ne s'agit pas de ça. Et c'est mon troisième argumentaire. La partie noire de l'île Hispaniola qu'on appelle Haïti ne se développe pas, d'une part. Et les gens ne le savent pas parce que le pétrole de Hispaniola se situe du côté haïtien, du côté des Noirs. Donc, il y a un intérêt stratégique est lié au pétrole à cette partie de l'île qui, malheureusement, entre guillemets, pour les ségrégationnistes et les racistes géopolitiques, est habitée par les Noirs. C'est donc la question du pétrole et vous comprenez pourquoi les grandes puissances ont toujours été intéressées par l'île d'Haïti, cette petite île qui varie entre les tremblements de terre, les catastrophes, les coups d'État, les tontons macoutes, tout ce qu'on veut, les dictateurs du Valier et Père Aristide. Et je tiens aussi à faire la remarque suivante, Docteur Moketou. Savez-vous pourquoi, loin de moi ici de dénigrer Napoléon Bonaparte, l'empereur de France, Napoléon Bonaparte, qui est enterré à Paris aux Invalides. Moi-même, je me suis rendu à la tombe de Napoléon Bonaparte lorsque j'étais journaliste pour Radio Vatican, Radio Notre-Dame, KTO, tous ces médias.
J'ai accompagné, en tant que catholique à l'époque, l'évêché aux armées pour une cérémonie aux Invalides autour du mausolée de Napoléon Bonaparte. Je me suis incliné, comme je me suis incliné plus tard à Franceville sur la tombe d'Omar Bongo Ondimba. Hein. Rendre hommage aux morts n'est pas un péché. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Savez-vous pourquoi Napoléon Bonaparte, malgré qu'il ait ensanglanté l'Europe, attaqué la Russie, attaqué l'Angleterre, attaqué tous les pays d'Europe, savez-vous pourquoi il n'a pas été condamné à mort, qu'il a été juste exilé sur l'île de Sainte-Hélène et qu'il est mort de sa belle mort, peut-être empoisonné, dit-on, peut-être de maladie? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Napoléon est celui qui a sauvé l'influence blanche sur les Amériques. Il l'a fait comment? En matant la rébellion à Haïti. Parce que Haïti est la première république noire à avoir eu son indépendance. Haïti a été maté par Napoléon pour que justement l'exemple de sa rébellion ne gagne pas sur les esclaves qui étaient aux États-Unis d'Amérique. Et donc, en faisant cela, il a sauvé, entre guillemets, l'Occident de la révolte généralisée des Noirs et des esclaves. Ce qu'on ne vous dit pas dans l'histoire cachée, Napoléon, c'est le sauveur de l'Occident par la brutalité, le rétablissement de l'esclavage qu'il a imposé dans les Antilles, mais également la brutalité dont il a usé à Haïti à l'époque pour mater l'orgueil et la révolte qui, derrière Toussaint Louverture, des Noirs qui avaient voulu gagner en autonomie et s'affirmer comme des êtres humains libres à part égale avec les autres races. Donc, lorsque Haïti est maté, c'est quelque part, c'est toujours le symbole inconscient qu'on renvoie aux Noirs dans le monde que votre place, et c'est là je reprends les termes de Napoléon lui-même, la place du Noir, c'est la place de l'esclave. Et donc, chaque fois que les Haïtiens, la première République noire, veut relever la tête, il faut toujours trouver tous les moyens pour ramener ce pays à son statut de pays de merde, pour citer Donald Trump. Donc, je ne dis pas ça pour critiquer les Blancs, je ne suis pas racialiste, je suis universel. On peut dire aussi que les Haïtiens, ce sont les premiers responsables de leur malheur aussi. Hein. Le président Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse, c'était pas quelqu'un aussi qui était père à son âme, mais il n'était pas sérieux. Hein. C'était pas aussi un grand démocrate. Hein. Il y a eu des grandes manifestations dans son pays et malheureusement, il n'a pas pu trouver des solutions. Hein. Donc, on peut dire aussi que les Haïtiens sont responsables de cette situation. Bon, premièrement, je vous comprends, docteur Mouketou, mais je vous rappelle que le président Jovenel n'a pas été tué par des Haïtiens. Il a été tué par des mercenaires blancs. Et il ne faut pas... Oui, mais il aurait pu avoir une sécurité digne de ce nom. Vous voyez, quand des mercenaires qui arrivent comme ça dans votre pays, qui vous assassinent aussi facilement, ça veut dire que peut-être il y aurait eu des complices hein, au niveau de sa sécurité, puisqu'il n'y a pas eu de résistance. Vous voyez, c'est un chef d'État qui a été assassiné quand on entrait dans le Il est de tradition que la gouvernance à Haïti a toujours, depuis Toussaint Louverture, depuis le désordre que Napoléon a introduit à Haïti en matant les Noirs, en contestant l'aventure de Toussaint Louverture, il est évidemment que ce pays est déstabilisé parce qu'on ne le dit pas aussi, il paye un tribut colonial depuis des décennies, des siècles et des siècles. Je ne veux pas développer, c'est un pays qui est sous asphyxie. Je ne dis pas que les Haïtiens ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, mais je vous dis les conditions. L'Haïti doit payer un lourd tribut qui contribue à la pauvreté, à l'ancienne puissance coloniale. Haïti est riche potentiellement, il y a du pétrole, et vous savez que tous les pays riches en matières premières en Afrique... Ce pays n'a pas d'armée, par exemple d'armée.
Écoutez, loin de moi ici de sanctifier le président Moïse Jovenel, ce n'était pas un saint. Mais s'il fallait assassiner tous les présidents qui ne sont pas des saints en Afrique et dans le monde, je vous avoue qu'il ne resterait plus personne au pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? S'il fallait tuer tous les présidents qui ne sont pas des modèles de démocratie, je pense même que même dans les pays soi-disant développés, il y aurait eu déjà des morts. Donc, je veux dire par là, c'est que on doit savoir, moi je pense que l'Afrique doit vraiment protéger Haïti. Haïti est un pays africain. Haïti est un pays potentiellement riche. Haïti est à En faisant, côté de Saint-Domingue. en faisant quoi concrètement? Je pense qu'il faut intégrer, par exemple, la République haïtienne à l'Union africaine. Il ne faut pas regarder les questions de frontières parce que c'est la première république noire qui a été créée par des esclaves africains. Donc, il ne faut pas enfermer Haïti derrière le tropique Amérique. Amérique, ça ne veut rien dire. Au départ, Amérique, c'était les Indiens d'Amérique. Aujourd'hui, c'est une réalité africaine, Haïti, qui partage les mêmes problèmes que l'Afrique. Donc, si on avait une vraie diplomatie africaine, si on avait gardé l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, au lieu de créer cette espèce de machin qu'on appelle l'Union africaine qui ne veut rien dire. L'Union africaine, c'est vague. C'est comme l'Union européenne, c'est du copier-coller. Ce qui avait du sens, c'est les pères du panafricanisme qui ont dit l'organisation de l'unité. Une association d'États. L'Union africaine est une pâle copie de l'Union européenne. Or, l'Union européenne n'existe pas et se cherche. Je pense que l'OUA était plus indiquée comme les pères du panafricanisme africain, comme Nkrumah, l'empereur Haïlé Selassie et bien d'autres l'ont voulu. Mais je dois dire que ceux qui ont assassiné l'OUA, malheureusement, le Gabon, notre pays, en fait partie. Je pourrais développer plus tard avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On a détruit l'OUA pour mettre en place une organisation qui n'a pas de sens. L'OUA, l'Union africaine se tait sur les questions tchadiennes, les questions du Mali, et on entend aujourd'hui un président du Niger qui aboie, on ne sait pas pourquoi. Mais il n'y a pas de politique africaine. Il n'y a pas de budget africain. Justement, monsieur l'ancien vice-premier ministre de la République gabonaise, monsieur Bruno Ben Moubamba, vous parlez du Niger, parlons un peu de ce pays. Donc, changeons un peu d'échelle. On était au niveau de l'Amérique. Revenons en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le président du Niger, donc monsieur Mohamed Bazoum, il a accordé un entretien, comme vous le savez, monsieur Obama, à une chaîne de télévision que je cite, donc France 24, suite à son entretien, donc son entrevue avec le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Le chef de l'État se dit, je cite, se dit d'accord, fin de citation, avec la prochaine opération Barkhane au Sahel. Et il lit, je continue, il lit une décision guidée par, je cite, la rationalité. Il affirme, M. Bruno Ben Moubamba, chers auditrices et auditeurs, que Paris, je cite, n'a pas à faire la guerre à la place des Sahéliens. Fin de citation. M. Moubamba, votre réaction. Bon, docteur Moketou, je suis au regret de vous le dire. Monsieur Bazoum, qui vient juste de prêter serment comme président du Niger, ne fait que réciter là une récitation, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on lui a demandé de lire. Parce que le président français, Emmanuel Macron, il avait déjà annoncé, Emmanuel Macron avait déjà annoncé à la mi-juin la transformation de l'opération française militaire au Sahel en coopération avec ses partenaires. C'est lui, le président Macron, qui a décidé qu'on va revoir l'opération militaire Barkhane parce que ça ne marche pas et que le haut commandement opérationnel de Barkhane ne sera plus au Mali, à Bamako, mais à Niamey au Niger. C'est le président français qui a décidé, ce n'est pas le président Bazoum. Le président Bazoum vient faire, pardonnez-moi, mais le perroquet.
C'est parce que c'est ça la réalité. Il vient répéter comme un perroquet ce que le président français Emmanuel Macron a dit lui-même à la mi-juin, que nous allons nous retirer, nous allons déplacer le commandement opérationnel de Barkhane à Niamey au Niger. C'est notre décision parce que à Bamako au Mali, il y a des militaires boudeurs, des putschistes boudeurs qui disent, et parce que les Maliens veulent qu'on s'en aille, ben nous, on va piloter l'opération Barkhane à partir de Niamey. Donc, ce nouveau président Bazoum, pardonnez-moi, qui vient d'être élu et de prêter serment, lui, il vient dire maintenant que bon, la France n'a pas vocation à intervenir partout. Il se donne le beau rôle. Il est à côté d'Emmanuel Macron. Il dit ce que Emmanuel Macron a déjà dit et il veut que nous, on pense que c'est lui qui a inventé tout ça. Ne vous laissez pas Mais vous prendre. voulez me dire que le président, disons, nigérien, c'est un guignol, quoi. Non, loin de moi, de manquer de respect. Vous savez que je suis un garçon quand même, Quelqu'un, quand même poli. vous êtes en train de nous faire comprendre que c'est quelqu'un qui répète ce qu'un autre chef d'État lui a dit de lui dire. C'est quand Mais même la France une n'a insuffisance pas attendu. incroyable. La France n'a pas attendu le président du Niger, Monsieur Bazoum, pour dire qu'elle va fermer ses bases militaires au nord du Mali d'ici 2022. Le président Macron l'a dit. Et donc, que le président Bazoum du Niger vient dire « Ah, mais ce n'est pas le rôle de la France d'intervenir partout comme si c'était son invention », c'est un peu un mauvais signal qu'il envoie à la jeunesse africaine qui n'a plus besoin de ces espèces de présidents Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille, qui sont là toujours à vouloir se faire bien voir, surtout quand ils sont à côté du président de la République française, le grand Boina, le grand blanc, c'est notre maître bien aimé et vénéré. Et vous savez que moi j'ai beaucoup d'amitié pour Emmanuel Macron et que je l'apprécie beaucoup, mais de là à saluer les comportements d'indigènes, parce que les gens ne savent pas que dans indigène, il y a des gènes indignes. Donc il faut arrêter de faire passer des Africains et les subsahariens ou les Noirs pour des gens qui ont des gènes indignes de l'humanité déjà, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes ou qui font semblant de penser par eux-mêmes, alors que le retrait français de Barkhane au Mali ne vient pas du discours du nouveau président nigérien, ça vient d'une décision de la République française. Donc il faut arrêter de jouer au guignol sur le perron de l'Élysée, il faut arrêter de poster des photos parce qu'on a été à l'Élysée, il faut arrêter de raser les murs pour essayer de se faire recevoir à la cellule Afrique de l'Élysée, mais enfin, on peut quand même parler d'une manière respectable et respectueuse avec nos amis les Français, sans pour autant être ridicule et adopter des positions de bon nègre, de nègre de maison ou de quelqu'un qui n'a pas de dignité. Et c'est toujours les francophones qui le font. Vous avez vu le président Akufo ghanéen face à Emmanuel Macron, il a reçu avec dignité, avec respect, et il a parlé librement, comme il parlerait devant le président, le premier ministre Johnson, avec une dignité. Les Africains francophones doivent avoir de la dignité dans leur position vis-à-vis de l'ancien maître colon. Et c'est la dignité qui manque. Et dans ce sens, ils ont toujours des gènes indignes, ce qui veut dire indigènes. D'accord, très bien. Alors, face à cette réaction du président donc du Niger, M. Mohamed Bazoum, je rappelle qui a dit ceci, qui parle d'une décision guidée par la rationalité, qui a affirmé que Paris n'a pas à faire la guerre à la place donc des Sahéliens. Alors, donc il y a eu Bamako qui a protesté de manière vive samedi dernier contre ses propos critiques envers les militaires maliens putschistes, donc le président nigérien, je rappelle, qui s'appelle donc Monsieur Mohamed Bazoum. Alors, jugeant qu'il allait, je cite encore, à l'encontre des relations d'amitié et de fraternité, fin de citation,
entre les deux pays. Monsieur Mobamba, votre réaction? Pardonnez-moi vraiment pardonnez-moi de rire parce que c'est un sujet grave. Pardonnez-moi d'en rire. Voilà un nouveau président, même le président Bazoum, hein, qui se permet de dire que il ne faut pas permettre au Mali que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être. Au fond, il est en train d'accuser des militaires maliens. Certains ont été formés en France, d'autres en Russie. Donc, c'est des gens qui savent ce que c'est l'art de la guerre. C'est un civil qui vient insulter des militaires en leur disant « Mais vous avez pris le pouvoir parce que vous êtes des lâches. » Mais c'est grave. Même en langage diplomatique, c'est extrêmement, pardonnez-moi, ridicule. Il vient accuser des militaires de prendre le pouvoir parce qu'ils ont peur de combattre une rébellion terroriste arabo-berbère dans le nord du Mali. Et c'est un civil qui le dit. Un civil qui accuse des militaires de fuir les combats comme si lui, le civil, savait quelque chose du maniement des armes. Donc, moi, j'approuve le comportement du gouvernement de transition Mali qui a immédiatement convoqué l'ambassadeur de la République du Niger pour une séance Justement, monsieur Mobamba, pardonnez-moi de vous couper la parole. Donc, le gouvernement de transition, comme vous venez de le dire, hein, du Mali, a convoqué l'ambassadeur de la République donc, du Niger hein, au Mali. Voilà. Monsieur, comment s'appelle-t-il? Monsieur Mamoudou Moumouni. Voilà, l'ambassadeur. Donc, voilà, pour une séance d'explication au sujet d'une sortie donc du président nigérien, monsieur Bazoum. Je vous laisse poursuivre votre avis. Le président de la transition, Assimi Goïta, ne peut qu'être blessé quand le président du Niger, Bazoum, dit que si des colonels deviennent des ministres et des chefs d'État en Afrique, qui va faire la guerre à leur place? Mais ce nouveau président est inquiétant. J'ai l'impression d'entendre parler un PDGiste, un membre du PDG au Gabon, le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais cependant, les militaires lui ont donné une leçon diplomatique en convoquant donc son ambassadeur pour ce qu'on appelle une séance de protestation. Ils lui montrent que eux, ils connaissent l'art de la diplomatie. Lorsque vous voulez vous opposer à un autre État qui met en cause la légitimité de notre État, le langage diplomatique veut d'abord qu'on convoque l'ambassadeur pour exprimer la protestation. La protestation est la première étape qui peut aller jusqu'à la guerre. Il n'y aura pas de guerre entre le Mali et le Niger, loin de là. Mais on a le sentiment que le fait que l'opération Barkhane, en tout cas le commandement opérationnel de l'opération française au Sahel, passe désormais au Niger, le nouveau président nigérien avait besoin de se ridiculiser pour faire plaisir à on ne sait qui, mais il oublie que Jerry Rawlings, là où le président, pardonnez-moi, du Niger raconte n'importe quoi, c'est qu'il oublie que Jerry Rawlings, le président du Ghana, qui a remis le Ghana sur les rails du développement, c'était un militaire qui a fait un coup d'État et qui a préparé son pays, le Ghana, à être géré par des civils par la suite. Il est mort récemment. Et tout le monde reconnaît la grandeur de Jerry Rawlings. Les gens oublient que Paul Kagame, le président du Rwanda, est un militaire qui a fait la guerre et qui a pris le pouvoir par les armes et qui a permis de mettre le Rwanda sur les rails du développement quasiment à la limite de l'émergence dans lequel il est. Les gens oublient que même en France, le général de Gaulle a dû faire ce que François Mitterrand a appelé le coup d'État permanent. C'est-à-dire, un général est revenu au pouvoir parce que les civils avaient échoué. Et ça a donné la Ve République, dirigée par des civils. Pourquoi? Parce que normalement, le rôle de l'armée n'est pas de fonder une dictature dans un pays. Le rôle de l'armée est parfois
de protéger la nation. C'est pour ça qu'on appelle une armée nationale. Et c'est ici qu'il faut justement, moi qui suis gabonais, mettre Face en à, garde les... face à l'instabilité gouvernementale, comme ce fut Ben, le cas en France. face à toute forme d'instabilité, ça peut être une agression extérieure, une agression, un complot intérieur, et ça peut être toute forme d'instabilité. Un militaire n'arrive pas au pouvoir s'il fait partie d'une armée nationale. Vous voyez bien que nous, au Gabon, on n'a pas une armée nationale. On a des forces de défense et de sécurité. Défense contre la population, sécurité contre la population. On n'a pas d'armée nationale parce que l'armée nationale, ça veut dire l'armée de la nation. Donc, les forces vives de la nation se reconnaissent dans leur armée. Et c'est ici qu'il faut critiquer des États comme le Gabon qui n'ont pas d'armée nationale, mais d'armée de la nation, mais des forces de défense et de sécurité qui sont prêts à tirer à balles réelles sur des civils qui tapent sur des casseroles ou sur des gens qui manifestent à main nue. Ça, c'est pas une armée nationale. Il ne s'agit pas d'une armée qui est prête à se projeter à l'extérieur pour défendre une nation ou à se déployer à l'intérieur d'un pays pour défendre des institutions ou de défendre la Constitution. Donc, moi, je considère que l'armée malienne est une armée nationale qui s'est déployée pour défendre les institutions. Et donc, la position, mes amis français me pardonneront, mais je me sens ridiculisé par le discours du président nigérian Bazoum. Ça insulte mon intelligence. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Bien. Merci, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes l'ex-vice-premier ministre de la République gabonaise. Vous êtes en train d'intervenir exceptionnellement sur le sujet suivant, les évolutions géopolitiques en Afrique subsaharienne après la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum. Je voudrais rappeler aussi à nos auditrices et auditeurs que nous devrions recevoir Monsieur Jean-Yves Guindon, euh, l'ancien Premier ministre de la République gabonaise, mais malheureusement, il a été touché donc par un décès donc d'un membre de sa famille. Nous allons certainement le recevoir la prochaine fois. Alors, Monsieur Bruno Ben Moubamba, dernière actualité donc en rapport avec ce sujet, c'est-à-dire sur les évolutions géopolitiques en Afrique subsaharienne. Revenons un peu en Côte d'Ivoire. Hein. Nous avons parlé déjà de ce pays au début de cette émission. Chers auditrices et auditeurs, comme vous le savez, hein, longtemps rivaux politiques, hein, je préfère parler de rivaux politiques, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontrés. Je crois que c'était samedi dernier, hein, sauf si je me trompe. Voilà, samedi dernier à Daoukro, donc en Côte d'Ivoire, devant plusieurs centaines de militants et cadres du Front populaire ivoirien et du PDCI RDA. Alors, le retour après 10 ans d'absence, le mot d'ordre pour Laurent Gbagbo est à l'union, donc l'unité donc du pays. Monsieur Moubamba, votre réaction? Bien, le président Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'il faut saluer la position du président ivoirien Alassane Ouattara qui a autorisé ce retour qui allait de soi après qu'il ait été blanchi, si je puis m'exprimer ainsi, pour un noir, par la justice internationale. Maintenant, la Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation. On espère qu'il ira véritablement au bout. Donc, c'est vrai qu'à Daoukro, après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo a appelé à l'union en se rendant chez son frère aîné, lui qui a 76 ans, en se rendant chez son frère aîné, 87 ans quand même, Henri Konan Bédié. Pour mémoire, Konan Bédié était le premier ministre qui fut renversé par un coup d'État militaire
Il était autour de Noël. président de la République. Il Président de la était République. président de la République ivoirienne. Il a été renversé vers Noël 2020, je me rappelle, puisque j'étais dans la forêt de Langounier, dans la voiture de quelqu'un, en pleine nuit. Et je me rappellerai Ngouni, c'est au sud du Gabon pour les auditeurs et auditrices non dans gabonais. le sud-ouest du Gabon. Je revenais de Fougamou, dans le sud du Gabon, quand j'ai appris ce coup d'État. Le président Bédia a été renversé par un coup d'État militaire. Par la suite, Laurent Gbagbo est devenu président de la République. Il n'a jamais véritablement dirigé puisqu'il a fait face à une rébellion qui a coupé le pays en deux. Moi-même, j'étais à Marcoussis en France lorsque les belligérants, j'étais pour la presse catholique française, en couverture de cette négociation. Lorsque les belligérants du conflit intérieur ivoirien se sont vus à Paris pour essayer de se rabibocher, moi je me rappelle en 2000 avoir discuté avec un intellectuel ou une intellectuelle africain qui m'a dit il faut toujours éviter la guerre parce que la guerre commence comme un jeu. Mais la guerre met 20 à 30 ans à s'arrêter. Il faut toujours tout faire pour éviter. Le président Houphouët-Boigny qui l'avait aussi dit. Hein. Oui, la guerre commence toujours comme un jeu. C'est très facile de commencer une guerre, mais c'est très très facile difficile. de l'arrêter. Une guerre, ça met une génération pour s'arrêter. Ça met entre 20 et 30 ans. Et c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça a commencé à peu près en 2000 avec des jeunes militaires qui n'étaient pas contents, dont la plupart sont morts aujourd'hui. Hein. Les IBK, les IB, les Ouattao que j'ai connus, que j'ai rencontrés en 2017 dans les rues d'Abidjan, et d'autres, ils sont tous morts. Aujourd'hui, il y a maintenant une menace djihadiste, d'islamistes au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est nouveau. On ne sait pas comment ça va s'arrêter tout ça. Les islamistes sont déjà en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on combat au Sahel, la menace terroriste financée par les pétromonarchies, hein, c'est ce qu'on ne veut pas dire, du Golfe, qui sont aussi les amis des grands démocrates. Ceux-là, ils n'organisent jamais d'élections, mais personne ne leur dit quoi que ce soit. Hein. Le Qatar, bien d'autres, l'Arabie, tout ça, même le Maroc, hein, dans certains égards. Ils ne font jamais d'élections dignes de ce nom, même pas au Maroc. Et on ne leur dit jamais quelque chose, mais le seul endroit où la démocratie cause des morts, c'est en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, parce que nous, les Africains subsahariens, nous, on accueille toujours tout comme des indigènes. C'est-à-dire, on vous dit que le christianisme, c'est super génial, tout le monde dit Amen, et puis on s'entretue pour le christianisme. Après, on nous amène l'islam, on dit Dieu est grand, Mahomet est son prophète, et puis tout le monde est content, on dit Allah Akbar. Et puis, on s'entretue entre chrétiens et musulmans et tout ça, et puis on nous amène la franc-maçonnerie, après on nous amène le Rotary Club, on nous amène les Ekankars, on nous amène le bouddhisme, on nous amène même demain peut-être l'orthodoxie, vous savez que je suis orthodoxe, et puis on va toujours dire Amen, Alléluia, sans discernement, sans nous demander, sans nous interroger sur qui nous sommes nous-mêmes. Donc, il faut saluer ce que font Bédié et Gbagbo, d'essayer de se réconcilier. Espérons maintenant que cette réconciliation ira jusqu'à Ouattara, jusqu'à Guillaume Soro, pour que, enfin, les Noirs, les Africains subsahariens comprennent que il ne sert à rien, docteur Moketu, il ne sert à rien de s'entretuer pour la démocratie. Comme il ne sert à rien de s'entretuer pour le christianisme. Comme il ne sert à rien de s'entretuer pour l'islam. Tout comme il ne sert à rien de s'entretuer en tant qu'Africain pour la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être dans la loge, il faut faire ceci pour que la France vous considère, et puis on ne va pas y arriver si on ne va pas prêter tous les serments. Mais enfin, est-ce que la Chine a eu besoin de ça pour se développer? Est-ce que Singapour a eu besoin de ça pour se développer? Est-ce que les pays d'Asie du Sud-Est qui se sont développés en transformant leurs matières premières
ont eu besoin de ça pour se développer. Donc moi je dis que les gens ont le droit d'être chrétiens, ils ont le droit d'être musulmans, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de détruire l'identité africaine. Ils n'ont pas le droit de détruire la culture africaine, la civilisation africaine. Donc j'espère que les vieux là, pardonnez-moi de parler comme dans nos quartiers, les vieux sorciers, je ne parle pas j'ai lancé le thème des vieux, des mauvais vieux au Gabon. Je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à avoir des mauvais vieux. Et j'ai été séduit par le discours de Conan Bédier et de Gbagbo qui ont dit « Nous n'allons plus nous battre pour nous-mêmes, nous allons nous battre pour les générations futures. » J'espère qu'ils sont sincères. Parce que moi, je ne vois pas des vieux qui se battent pour les générations futures en Afrique. Je n'en vois pas. Moi, je vois, j'ai vu Abdoulaye Wade, pour qui j'ai le plus grand respect en tant qu'intellectuel, je ne l'ai pas vu se battre pour les générations futures. Je vois Alpha Condé, que j'ai moi-même connu à Paris lorsqu'il était en exil. J'étais un modeste journaliste. Je l'invitais tout le temps sur Radio Notre-Dame. Et parfois, nous partagions un repas au restaurant et tout. Il était un exilé très modeste. Mais aujourd'hui, qui va vers les 90 ans, qu'est-ce qu'il fait pour les générations futures de la Guinée? Il en est de même pour Paul Biya au Cameroun, dont j'entends dire qu'il est retourné en Suisse, j'espère. Vous avez aussi des jeunes qui sont au pouvoir, comme au Togo. Il n'y a pas que des vieux. Mais non, je ne critique pas les vieux. J'ai beaucoup de respect pour les vieux. Vous savez, mon éducation bantou m'oblige à avoir du respect pour les anciens et les vieux et de ne pas les exclure du débat. Au contraire, parce que normalement, les vieux doivent être des sages. Parce que normalement, un jeune, il parle d'abord et il écoute après. Tandis qu'un vieux sage, il écoute d'abord et il parle ensuite. Donc, nous, on a besoin de retrouver la sagesse africaine qui voulait que les vieux écoutent d'abord et ils parlent ensuite. Mais quand un vieux vient se mêler, bagarre entre les jeunes, c'est qu'il n'est plus sage. Il est devenu un sorcier. Parce que le vieux sage, il écoute d'abord, parle ensuite. Laissons les jeunes dans leur désordre, ils parlent d'abord et ils écoutent ensuite quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Mais je crois vraiment que, pour finir sur le sujet, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Conan Bédié ont vraiment intérêt, cette fois, à privilégier les générations futures parce que le djihadisme est déjà à leur porte. Parce que le désordre qu'ils ont introduit en Côte d'Ivoire est en train de rattraper le pays. Et ce désordre a été créé par eux, je suis au regret de le dire. Il faut qu'ils réparent ça en pensant aux générations futures. Bien. Monsieur Bruno Ben Mouraba, nous allons bientôt arriver au terme donc, de cette émission exceptionnelle. Avant de vous libérer, de vous demander votre mot de la fin, j'aimerais débattre avec vous sur, vous poser quelques questions, pardonnez-moi, sur deux questions essentiellement sur le Gabon. Chers auditeurs et auditeurs, depuis l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo le 24 août, je crois 2018, voilà, en Arabie Saoudite, on ne sait pas qui gouverne le Gabon. On entend parler des projets d'adhésion au Commonwealth, de rapprochement avec la Russie. Parallèlement à cela, on parle du dossier des biens mal acquis qui est relancé en France. On nous parle de 100, je crois, 100 milliards de francs CFA de la famille Bongo Ondimba qui ont été saisis donc par la justice française. Alors, Monsieur Moubamba, la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Finalement, qui dirige le Gabon? Qui dirige vraiment le Gabon? Vous voyez? Deuxième question que je voudrais vous poser est la suivante. Monsieur Moubamba, vous avez été vice-premier ministre de la République donc de votre pays, le Gabon, qui est un État de l'Afrique, hein, à cheval, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs non africains, à cheval sur l'équateur, avec une population estimée, je crois, à 1,8 million d'habitants, un État donc d'Afrique centrale,
de 267 667 km², couvert à 85% par la forêt équatoriale et qui dispose également de nombreuses richesses du sol et du sous-sol, à l'instar du pétrole, du manganèse, du nickel, de l'or, de l'uranium. Vous avez également, je pense, du phosphate et qui compte aussi des élites intellectuelles, politiques, économiques, spirituelles, militaires, souvent surdiplômés. Par exemple, vous me permettez de citer cet exemple, dans l'opposition, vous avez le président Jean Ping, vous avez vous-même, Monsieur Mubamba, qui est ancien vice-premier ministre de votre pays. Vous êtes aussi, je crois, chef d'un parti politique dans votre pays. Je peux citer aussi je peux citer le cas de Jean-Pierre Lembumba Lepando, Zakari Mboto, Ginsu Madama. Je peux citer l'ancien premier ministre Casimir Oyemba, un autre ancien premier ministre Jean-François Pontou-Meman. Je peux citer Monsieur Albert Ondossa, Joseph Marie John Nambo. Je peux citer Monsieur Alexandre Barros Chambrier, Michel Ogundu Olunda. Je peux citer Bruno Elangema. Je peux citer Monsieur Jean-Louis Mbadinga, Franck Bitengu, Jacques Okoedou, Jean-Gaspard Ntuntum, etc. Et bien d'autres universitaires, chercheurs, membres de la société civile, les hommes d'affaires, les religieux. Alors, Monsieur Mubamba, donc voilà ma deuxième question. Comment les éléments ou les membres de ces élites que je viens donc de citer peuvent-ils se faire neutraliser ou rouler par une bande, vous me permettez l'expression, d'imposteurs, qu'on peut qualifier aussi des pieds nickelés ou comment dirais-je, des inexpérimentés qui contrôlent désormais les sommets et les secrets d'État. Monsieur Mourama. Merci, docteur Jean-Aimé Moketou. Sur qui dirige le Gabon, vous savez que le 7 janvier 2019, un groupe d'une dizaine de jeunes militaires de la garde républicaine, disons de la garde prétorienne, garde présidentielle, avait lancé un appel à la radio-télévision nationale disant vouloir sauver notre pays, le Gabon, du chaos. Ça, je viens à qui dirige le pays. Les auteurs présumés de cette piteuse tentative de coup d'État ont affirmé lors de leur procès le 24 juin 2021, si vous vous en souvenez, ils ont affirmé qu'ils voulaient empêcher le putsch d'un frère du président Ali Bongo Ondimba, alors soi-disant en convalescence après son fameux AVC. J'ai cité le bien nommé Frédéric Bongo, colonel de la garde présidentielle. Il se trouve que pendant que les putschistes, les militaires jugés pour tentative de putsch, pendant qu'ils mettaient en cause le colonel Frédéric Bongo, on a entendu dire que ce même Frédéric Bongo, officiellement nommé en Afrique du Sud comme attaché militaire, mais en réalité résident à Paris, sa mère est antillaise, il est français, eh bien, était venu en jet privé se promener au Gabon. Certains ont même craint qu'il y ait des mesures de vengeance contre le lieutenant Kelly Obiang et ses complices et qui l'ont mis en cause. Donc, qui dirige le Gabon? Mais docteur Moketou, personne ne dirige le Gabon. Le Gabon est dirigé depuis, je le dis, le Royaume du Maroc. Le Gabon est dirigé d'une manière qui n'est plus souveraine. Le Gabon est dirigé par un groupe replié autour de la première dame de la République gabonaise, qui est franco-marocaine, avec son fils Noureddine Bongo Valentin, qui a été nommé coordinateur des affaires présidentielles et qui visiblement est sur les starting blocks pour succéder à Ali Bongo Ondimba. Tout comme au Congo voisin, on prépare un fils du président Denis Sassou Nguesso, tout comme au Tchad, un fils du maréchal Déby
veut diriger. C'est l'Afrique centrale, c'est le pays, le territoire des indigènes, des gens aux gènes indignes, comme on dit, indigènes. Donc, qui dirige le Gabon? Mais tout simplement des appétits des gens qui en veulent aux matières premières. Le Gabon est dirigé aussi par la famille Gupta, dont une partie de cette dynastie réside en Afrique du Sud. Et cette famille Gupta d'origine indienne, une dynastie indienne, les Gupta, une dynastie indienne. c'est une dynastie indienne qui contrôle notamment la société Olam, qui s'est emparée de la plupart des terres du Gabon, des terres agricoles, dans le sud-ouest, dans le nord, un peu partout, qui exploite le bois, qui participe au massacre de la forêt gabonaise. Voilà ceux qui dirigent le Gabon. La zone économique de Coq, le Gabon n'y gagne rien du tout. Ce sont des intérêts privés. La famille indienne Gupta a d'ailleurs est à l'origine de l'arrestation actuelle de l'ancien président Jacob Zuma, qui a été reconnu coupable de collusion, de corruptibilité par la famille Gupta, qui est très puissante. Et leur frère qui est au Gabon, qui s'appelle Gagan Gupta, est directement gestionnaire du Gabon. Alors, qui dirige le Gabon enfin? Ce sont des intérêts privés, ce sont des forces qui marchent sur la souveraineté du Gabon et du peuple gabonais et qui tiennent des acteurs politiques et des acteurs de la société civile de quelque manière que ce soit, et d'autres acteurs encore qui arrivent à les bloquer, à les manager par l'argent, par la menace, par les réseaux obscurs. Donc le Gabon n'est plus un pays souverain. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus techniquement un pays souverain. Je crois même que les Gabonais, dans la part des décisions qui revient aux Gabonais, je ne pense même pas qu'elle atteint 15%, la décision des enfants du Gabon. Toutes les décisions sont prises par des gens qui ne sont pas des Gabonais, qui ne sont pas des Bantous. Voilà la gravité de la situation du Gabon, la gravité pour laquelle, cette situation contre laquelle je me bats, qui m'a valu presque 3 années d'exil, notamment hors du Gabon et hors de la France, et qui m'a valu aussi des menaces pour ma sécurité, comme récemment, où j'ai été, malheureusement, à une tentative d'assassinat où je soupçonne fortement les autorités gabonaises et les autorités marocaines d'avoir tenté d'atteindre à ma vie, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Gabon et que je suis l'un des rares acteurs politiques à le dire clairement. Et comment vous expliquez cela? Vous êtes complètement neutralisé, hein? Oui, c'est le deuxième aspect de votre question. Comment un pays qui a des ressources humaines non négligeables, parce qu'il faut reconnaître que l'ancien président Omar Bongo a quand même formé des cadres. Moi, je ne fais pas partie des cadres qui ont été formés par Omar Bongo. Je me suis fait moi-même. Je ne dois rien à la République gabonaise. Si j'ai eu 2 doctorats, notamment dans une des plus grandes écoles françaises, le HESS et l'université de Reims, d'autre part, ce n'est pas grâce au Gabon, c'est grâce à la Providence, ainsi que je tiens à le rappeler régulièrement. C'est pour ça que je ne me sens pas redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, comment se fait-il que des acteurs aussi éminents que Jean-Ping, Guizouba Dama et d'autres personnalités qui sont de très grandes personnalités, y compris vous. Moi, je suis un modeste personnage. Vous savez, je viens d'une famille modeste. Je suis un self-made man, quelqu'un qui s'est fait tout seul et qui ne doit rien à personne. Mais je considère qu'il y a dans ce pays des grandes figures qui n'auraient jamais dû être neutralisées, parce que ce sont de très grandes figures qui ont un background et un passé dans le régime, dans le système, qui le connaissent de l'intérieur. Je vous avoue que je ne comprends toujours pas, et je tiens à insister là-dessus, docteur Jean-Aimé Moukoutou, parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les codes secrets de la présidence de la République gabonaise, les codes secrets, les secrets d'État, des choses les plus sensibles, comme l'armée, comme la poudrière, où sont les armes du Gabon,
où sont les armes du Gabon, supposées défendre la patrie si on avait une véritable armée nationale. Et je peux vous dire que même les généraux n'ont pas les codes secrets du Gabon. Aujourd'hui, les codes secrets sont entre les mains d'une bande, comme vous avez dit, de pieds nickelés, des enfants, des gamins, des enfants sorciers. On peut passer de mécanicien à directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République gabonaise. On peut passer de voyou de quartier en détenteur des codes secrets d'un État souverain. On peut passer de quelqu'un qui est insignifiant, qui n'a aucune intellectualité, aucune capacité de synthèse, aucune compréhension du fonctionnement d'un État, à responsable des secrets d'État d'un pays. Donc, aujourd'hui, ce sont les enfants sorciers qui dirigent au Gabon, qu'on appelle dans les langues bantoues les Mwanamboka. C'est-à-dire que les Gabonais qui se vantent des termes dangereux comme les Mwanamboka, c'est-à-dire les enfants tueurs, les enfants qui tuent, Mwanamboka. Et même les Congolais connaissent ce mot. Les Gabonais qui se vantent de ce genre d'expression sont dans l'erreur. Nous sommes dirigés par des enfants tueurs. Et pourquoi? Permettez-moi d'insister là-dessus. Ça va répondre à votre question. Comment expliquer que des gens expérimentés soient neutralisés par des Mwanamboka, des enfants tueurs? C'est simple, docteur Muketu. Il n'y a plus ce qu'on appelle au Gabon des pères. Un père est différent d'un géniteur. Avant, nous avions des pères. Et les pères de la nation gabonaise étaient souvent nos grands-pères. Et les symboles de la paternité étaient d'une part la sagaie et d'autre part le bâton. C'était les deux attributs de la paternité. Et un père, c'est quelqu'un qui protège sa communauté, ses enfants, sa femme, sa famille, son clan. Il le protège de deux manières. La sagaie, c'est-à-dire il a la capacité de se battre, c'est ça un père, et le bâton, il a l'autorité que lui confère ce bâton de commandement, c'est-à-dire que sa parole, quand il parle avec son bâton, elle a une autorité. Aujourd'hui, au Gabon, je le dis, il y a une crise de l'autorité, une crise de l'autorité paternelle. Il n'y a plus ni père de la nation, ni père symbolique, ni père tout court. Il n'y a que des enceinteur, si je puis m'exprimer ainsi, des géniteurs, des blagueurs, des danseurs, mais il n'y a plus des gens qui représentent l'autorité. Voilà pourquoi les Gabonais sont désormais des orphelins. Les gens se comportent comme des orphelins, des gens qui n'ont pas de père. Vous voyez un père de la nation aujourd'hui à la tête du Gabon? La réponse est non. Vous voyez dans le comportement des ministres aujourd'hui, comme se comportaient les anciens ministres, c'est-à-dire des pères? La réponse est non. Vous voyez des instituteurs, vous voyez des professeurs qui sont des pères? Vous voyez des pasteurs, des prêtres, des imams qui ont des comportements de pères? Non. Donc la restauration du Gabon passera aussi par la restauration de la paternité, c'est-à-dire la capacité à protéger et avoir une autorité sur la communauté pour guider des enfants qui se comportent désormais comme des orphelins, leur donner des repères et leur dire nous devons aller par là, nous devons aller par-ci, parce que qu'est-ce qu'on voit au Gabon? C'est des comportements d'orphelins. Les gens ont des comportements d'adolescents. Ils n'ont aucune maturité. Ils se haïssent, ils se critiquent, ils se combattent de manière irrationnelle. Ils n'ont pas le sens des intérêts de la nation. Ils ont des ennemis imaginaires. Ils s'inventent comme des femmes des ennemis. Celui-là, je l'aime pas parce que sa tête ne me revient pas. Celui-là, il est comme ci, celui-là. On est dans ce qu'on appelle l'infantilisme généralisé. Donc, la raison pour laquelle nous sommes dirigés par des enfants soldats, c'est parce que la nation gabonaise est tombée dans un infantilisme sans précédent. Et c'est pourquoi des enfants soldats ont pris le pouvoir. Il revient maintenant d'avoir un nouveau leader qui a le courage de reprendre le chasse-mouche et de les frapper, de les taper comme un père le faisait avant, les ramener à leur place, c'est-à-dire à la place des enfants, pas à la place des rois, pas à la place des grands, de leur dire, allez, déplacez-vous de là, monsieur le Mwanamboka, l'enfant soldat, allez vous mettre au fond de la classe. C'est ça la restauration de l'autorité et de la paternité dans notre pays.
Bien, merci, Monsieur Moubamba. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que suite au décès des membres de la famille de l'ancien Premier ministre du Gabon, Monsieur Jean-Yves Gendon, nous sommes dans le regret, hein, nous avons été dans le regret donc de vous annoncer le report donc de cette émission que je devais organisé avec lui. Donc, Monsieur Jean-Yves Gendon est le dernier Premier ministre du feu président Omar Bongo, qui est décédé officiellement en juin 2009. Il devait donc répondre à mes questions sur cette émission Heure de vérité. Nous lui présentons nos tristes condoléances devant cette épreuve difficile. Nous vous prions encore, chères auditrices et auditeurs, de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. En tout cas, vous serez informés de la prochaine date aussitôt que possible. Alors, Monsieur Bruno Ben Moubamba, avant de vous libérer, est-ce que avez-vous un message que vous aimeriez présenter à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, surtout à vos compatriotes africains? Merci, Dr Jean-Aimé Moketou, de m'avoir invité une nouvelle fois sur vos ondes à votre émission, et de m'avoir fait l'honneur, même si j'imagine que un certain nombre de mes détracteurs n'apprécient peut-être pas que vous m'invitiez sur vos émissions, mais toutefois, j'apprécie l'objectivité dont vous faites montre chaque fois pour inviter tous les Je reçois tout le monde. Voilà, je vous invite d'ailleurs à recevoir, si vous le pouvez, à certains moments, même les éléments les moins clivants, les moins complexes, les moins difficiles du parti au pouvoir, les plus brillants, pour qu'ils puissent aussi éclairer de leur lanterne le débat national. N'ayez pas peur d'être un homme ouvert, ne pratiquez pas l'ouverture, ne pratiquez pas la fermeture alors que vous n'êtes même pas encore au pouvoir, comme voudraient le faire certains. Donc moi, pour finir, je dirais aux Africains et aux Gabonais la même chose. Je leur rappellerai juste une scène de l'Évangile, la scène qui oppose le gouverneur romain, qu'on appelle Ponce Pilate, à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, dans une scène d'anthologie où Jésus, accusé de se comparer au Fils de Dieu et se disant le roi des Juifs, est emmené devant un despote, un militaire justement, qui fait une sorte d'occupation militaire de Jérusalem. Et Pilate demande à Jésus, pourquoi t'ont-ils emmené devant moi? Moi, je peux te faire libérer si tu me dis qui tu es. Et Jésus lui répond, comprend que Pilate, c'est un possédé. Il est possédé par les entités de la violence, les entités militaires. Il est là pour essayer de le terroriser, de lui faire peur, parce qu'il a la puissance militaire, la puissance de Barkhane, la puissance de l'Africom, la puissance des Russes, la puissance des Chinois. Lui, il n'est que dans la position du Bantou ou la position de l'Africain, c'est-à-dire il n'a rien. Il est devant la puissance militaire, quelqu'un qui peut l'écraser en un rien. S'il le décide sur le champ, il peut le faire crucifier. Et d'ailleurs, Pilate, il dit à Jésus, bon, moi j'ai même le pouvoir de libérer quelqu'un une fois par an. Écoute, j'ai le choix entre toi et un terroriste qui s'appelle Barabbas. Et Jésus lui répond ceci, il lui dit, mais mon gars, tu es comme tu es, tu as des armes nucléaires, tu as le FMI, tu as la puissance des forces de défense et de sécurité romaines, tu as la puissance des crimes rituels, tu as la franc-maçonnerie, tu as tout. Mais Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as de pouvoir que celui que Dieu t'a donné. Parce que ton pouvoir, il ne dure qu'un instant. Quand tu vas mourir, quand tu auras un AVC, quand tu seras emporté,
tu seras enfermé dans une petite boîte et tu n'emmèneras pas ton argent, ton or, tes diamants, tes milliards, tes euros, tes dollars. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, je conclus par là en disant, nous, les Bantous, nous, les Africains, nous, les Subsahariens, face à la violence internationale, face à la violence du terrorisme, face aux entités de violence qui nous entourent, nous devons adopter la position de Jésus face aux entités de la violence, les entités d'occupation, les entités terroristes, les entités militaires. Ne croyez pas que l'armée française, l'armée américaine, l'armée russe, l'armée chinoise, que c'est ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est notre capacité de résister à la peur, de résister à l'intimidation. Ils n'auraient pas de pouvoir sur nous si la providence ne leur permettait pas d'avoir ce pouvoir sur nous. Et Dieu sait pourquoi il leur laisse le temps d'avoir ce pouvoir sur nous. Mais aucune civilisation n'est permanente, n'est éternelle. Donc moi, j'appelle les Gabonais et les Africains à sortir d'une sorte d'indigénat, de comportement ridicule, de raseur des murs pour aller supplier les Romains, les Pilates. Vous tremblez devant eux, s'il vous plaît, Mbwana, oh maître, oh grand maître de la loge, oh toi le grand général, tu as des bombes nucléaires, s'il te plaît, donne-moi le pouvoir, je ne suis qu'un nègre, pardon, donne-moi le pouvoir. Non, moi je suis, et c'est mon dernier mot, dans la position christique et de Jésus qui consiste à dire, moi, je suis un homme. C'est ce que Bantou, ça veut dire je suis un être humain, je suis un homme par opposition aux entités. Voilà pourquoi, et c'est mon dernier mot, Pilate, émerveillé par la position de Jésus, s'est écrié devant Jésus, Ecce homo, Ecce homo. C'est une expression latine qui veut dire, oh, voici l'homme. Voici le prototype de l'homme nouveau, de l'homme d'après, de l'homme. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II a écrit une lettre encyclique quand il est devenu pape qui s'appelait Redemptor hominis, le rédempteur de l'homme, le sauveur du Bantou, le sauveur de l'humain. Donc l'Afrique doit maintenant comprendre son destin dans ce monde, c'est de défendre une certaine idée de l'humanité qui s'oppose aux entités. Voilà pourquoi dans ma position politique, je ne suis pas compris au Gabon, mais moi je suis un intellectuel, un philosophe. J'ai déjà au moins 2 ou 3 livres qui sont prêts à être publiés. J'attends le moment favorable pour défendre ma pensée et ma philosophie, qui est la philosophie de l'humanité, la philosophie du Bantou. Et donc j'appelle les Bantous et les Subsahariens à élever leurs idées au-dessus des simples préoccupations matérielles. Les gens pensent au Gabon, même dans l'opposition, que être libéré, c'est aller boire la régabe, courir les femmes, avoir l'argent. Mais ça, c'est pas une libération. La vraie libération, c'est la libération des entités de violence et toute forme d'entités qui nous empêchent d'être humains et qui font de nous des monstres. On a beau être opposant, c'est pas un label de qualité. On a beau être du pouvoir, on n'est pas maudit pour autant. Il faut rompre, il faut faire ce qu'on appelle, et c'est mon dernier mot, là c'est mon vrai dernier mot, la rupture épistémologique avec les entités du néant. Et les gens ne comprennent pas ça, ils restent dans des bêtises. Tel n'est pas mon cas, et ce sera ma position jusqu'à la fin de ma vie. Merci, Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur Bruno Benbamba, d'avoir honoré notre invitation. Le futur président philosophe. Vous étiez en direct donc sur les radios d'Enigma, émettant depuis Chicago aux États-Unis et Afrique 2050. Nous étions aussi en direct sur les chaînes YouTube de Radio Enigma et Dr Moketou reçoit. Merci et à dimanche prochain.
les numéros 001 309 29 29 309 ou 00228 90. Jaguar, entreprise import-export basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import-Export. Jaguar Import